Bonjour, je m'appelle Marlène et je viens vous présenter mon expérience de la veille. Vous pourrez suivre mon histoire à travers 3 modules. Dans le premier module, nous verrons comment j'ai posé ma stratégie de veille et les bonnes pratiques pour assurer la phase de collecte de sources d'informations sur le web. Dans le deuxième module, nous aborderons les autres sources d'informations et plus précisément les médias sociaux et les vidéos. Nous aborderons également les technologies avancées pour traiter un grand nombre de données comme le web scrapping et le web sémantique. Enfin, dans un troisième module, nous verrons comment j'ai pu augmenter et améliorer la diffusion de ma veille et comment j'ai pu initier une démarche de veille collaborative. Voici mon histoire et mon expérience de veilleuse. J'ai été recrutée par la Wildlife Preservation Association et ma mission principale est de documenter des membres de l'association autour de la vie sauvage. Mes premières recherches se sont faites autour de la vie des ours sauvages en me concentrant principalement sur les ours bruns et les ours polaires. Voyons ensemble comment j'ai posé ma stratégie de veille. Comme dans tout projet, j'ai commencé par faire une analyse de l'existant, c'est-à-dire me repérer dans mon écosystème. Quels sont les métiers présents dans mon association? Quelles sont ses stratégies de développement? Sa politique interne et externe? Existe-t-il un environnement réglementaire particulier? Autant de connaissances précieuses qui vont pouvoir m'orienter dans mes missions de veille. Ma deuxième action a été de cerner le besoin informationnel. J'ai donc rencontré mes utilisateurs pour bien comprendre à quoi allait servir l'information que je devais leur délivrer et définir un périmètre de recherche avec eux, en fixant des objectifs pour travailler en mode projet. C'est une des bonnes pratiques qu'un veilleur doit mettre en place. C'est très important car cela m'a permis de passer un contrat avec mes utilisateurs avec de vrais objectifs, de temps, de moyens et de format de diffusion. Pour bien cadrer nos échanges, j'ai élaboré une checklist de questions à poser. C'est factuel et efficace. J'ai envoyé un récapitulatif à chacun, ce qui symbolise une sorte de contrat. Tout est désormais clair et il sera d'autant plus facile de faire des points d'étape avec eux, tout en ayant un retour sur ma veille. Ce sera une façon de suivre et de valoriser mes activités. C'est aussi un moyen d'imaginer une démarche collaborative, nous en parlerons dans un autre module. Voyons maintenant ensemble comment j'ai organisé ma collecte d'informations pour récupérer les informations essentielles à ma veille. Le challenge à ce stade est de repérer les informations déjà existantes dans l'association. Abonnements, articles déjà présents dans la GED ou sur l'intranet, bibliothèque d'ouvrages, et de trouver des sources ciblées sur Internet. Nous allons nous concentrer sur la collecte de sources sur Internet. J'ai déterminé un périmètre de recherche à partir des objectifs fixés avec mes utilisateurs. J'ai dû positionner des requêtes pour des recherches de sources sur le web, visibles, mais également sur d'autres ressources invisibles, comme les bases de données internes ou externes, les abonnements payants et globalement tout ce qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Dans ce module, nous nous concentrerons sur la partie visible. J'ai tout d'abord recherché des portails thématiques qui diffusent de l'information ciblée dans mon périmètre de recherche. Les portails ont l'avantage d'offrir un premier travail de filtre informationnel. Ma recherche se situant autour de la vie sauvage des animaux, et plus particulièrement des ours, j'ai obtenu des premiers résultats intéressants. À ce stade, un travail de qualification est nécessaire. On s'aperçoit par exemple, sur ce site, que les derniers articles ne sont pas de la première fraîcheur, et que le site est peut-être en déshérence. Une vérification rapide permettra de retenir ou d'occulter une source. Une fois que vous aurez trouvé et qualifié un nombre suffisant de sources pour couvrir votre périmètre de veille, vous pouvez étendre votre recherche avec des requêtes complexes. Nous les détaillerons dans un second temps. Le veilleur est toujours tenté d'aller vers l'exhaustivité et d'intégrer un maximum de sources. Nous préconisons, après avoir fait un filtrage de cohérence, de véracité et d'intérêt réel, de les laisser dans un sas de décompression, car il serait dommage de rater des informations intéressantes. Il sera toujours temps de retirer ces sources, mortes ou incohérentes, par la suite.
Sur la plupart des portails identifiés, vous allez avoir la possibilité de vous abonner à des flux d'informations, les flux RSS. Vous pouvez choisir les flux qui vous intéressent pour recevoir toutes les actualités par thématique. Si le symbole RSS n'apparaît pas, il est facile d'installer une extension sur votre navigateur. Il existe de nombreuses façons de lire et suivre ces flux. Le plus simple est d'utiliser un lecteur de flux RSS, exemple Feedly. Mais comment classer toutes ces sources ? Il existe de nombreux outils qui permettent de stocker, d'organiser et de partager les sources de sa veille. Les agrégateurs de flux comme Feedly ou InnoReader, les services de partage d'URL comme Diigo ou Scribble, et enfin les outils de curation comme Wakelet ou El-Curator. Nous verrons plus en détail les outils de collaboration dans un prochain module. Il existe aussi des plateformes professionnelles qui permettent d'avoir tous ces outils au même endroit. En voici une démonstration avec la solution de KBcrawl. Sur ce portail, la sélection des sources a déjà été effectuée et organisée par thématique. Par exemple, ici, les dernières actualités sur le sujet qui nous intéresse. Toutes les alertes sont proposées sous forme d'articles, charge aux veilleurs de valider leur publication. Par ailleurs, tous les flux RSS agrégés sont également présentés pour validation. Les plateformes collaboratives professionnelles permettent une multi-apparence et vont permettre également de mieux diffuser l'information, contrairement aux plateformes gratuites que l'on trouve sur le web. En effet, sur des plateformes professionnelles, il y a la possibilité, si on prend l'exemple d'un grand groupe, d'avoir des apparences différentes selon les départements qu'il veut adresser avec sa plateforme. Prenons l'exemple d'un département recherche et développement, d'un département marketing, qui auront peut-être des chartes graphiques différentes, des utilisateurs différents, bien sûr, et qui donc vont pouvoir avoir des plateformes totalement personnalisables avec un afflux d'articles qui sera sélectionné en automatique selon un plan de tag prédéfini par les veilleurs. Ensuite, il y a les newsletters qui, elles aussi, vont être personnalisables. Reprenons l'exemple d'un département R&D et d'un département marketing qui n'auront pas les mêmes utilisateurs, qui n'auront pas les mêmes lecteurs, mais qui pourront adresser des newsletters différentes selon les besoins. Ces newsletters, bien sûr, seront programmables. Elles seront soit manuelles, avec un déclenchement par les veilleurs, soit automatiques, en disant que chaque semaine, par exemple, l'ensemble des articles qui sont agrégés par les tags dans la newsletter vont être diffusés de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, selon la programmation. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas possibles avec les plateformes gratuites que l'on trouve sur le web. Il y a ensuite la partie collaborative des plateformes professionnelles. En effet, un lecteur pourra contribuer en proposant un article qu'il a lui découvert à un veilleur qui va le valider, qui va peut-être l'enrichir d'une photo, d'une vidéo, d'un complément textuel et qui pourra ensuite le publier. L'aspect collaboratif ne s'arrête pas à ça dans les plateformes professionnelles. Il y a aussi la possibilité pour les utilisateurs de commenter les articles qui sont publiés sur la plateforme dans différentes apparences, bien sûr, et qui permettent aussi d'alerter des lecteurs sur le bienfait d'un article qui peut les intéresser avec le principe classique des réseaux sociaux, le @ derrière, on retrouvera le nom ou le prénom ou l'identifiant de l'utilisateur que l'on veut adresser. Bien sûr, les plateformes professionnelles sont bien mieux sécurisées que les plateformes libres d'accès sur le web. En effet, grâce à leur connecteur au système de sécurité des entreprises type SSO, les utilisateurs atteindront les plateformes via un réseau qui est protégé par tous les systèmes que l'on connaît, pare-feu, antivirus, dans un réseau dédié à l'entreprise, totalement sécurisé par la politique de l'entreprise vis-à-vis du web. Dernier avantage et non des moindres pour les plateformes professionnelles, la possibilité de brancher des connecteurs. En effet,
Certaines sociétés vont vouloir diffuser autrement l'information que par le biais des newsletters. On va alors utiliser les connecteurs natifs dans les plateformes professionnelles vers d'autres systèmes de diffusion. Exemple, SharePoint, Yammer ou d'autres systèmes. Certaines entreprises de plus ont développé en interne leur propre plateforme qui diffuse largement dans les groupes les informations concernant les métiers de ces sociétés. On va donc pouvoir se connecter à ces plateformes pour aller diffuser autrement l'information. Si l'on compare avec les newsletters, la newsletter permet de diffuser en interne mais aussi en externe via le système de l'email, alors que le connecteur, lui, restera en interne. On revient sur le point aussi de la sécurité, où la plateforme est dans un univers sécurisé avec la politique sécurité de l'entreprise vis-à-vis du web. Mais qu'en est-il du droit d'auteur ? Benoît Kerjean, directeur juridique du Centre français d'exploitation du droit de copie, répond à mes questions. Quand Marlène va réaliser son activité de veille web, que ce soit par elle-même, via un agrégateur, une plateforme, un outil de curation, elle va se rendre sur des sites internet qui disposent de leurs propres conditions générales d'utilisation et avoir accès à un certain nombre de données, en principe protégées par le droit d'auteur. Marlène va donc devoir être particulièrement attentive à chacune des étapes de sa veille. Dans un premier temps, Marlène doit s'assurer que sa façon de collecter des contenus respecte bien le droit des éditeurs des sites visités. À titre d'exemple, Marlène ne pourra pas s'introduire frauduleusement dans un système informatique. Elle devra également s'assurer du parfait respect des conditions générales des sites visités. Enfin, sa façon de collecter des données ne pourra pas provoquer un dysfonctionnement des sites internet, ce qui peut arriver avec l'utilisation d'outils de crawling. Marlène devra ensuite s'interroger sur la nature des contenus collectés. En effet, il s'agit majoritairement d'œuvres protégées par la législation sur le droit d'auteur. On entend par œuvre des créations originales qui relèvent de l'écrit, principalement des articles de presse, des extraits de livres, du domaine visuel, on a des programmes audiovisuels, les illustrations, les photographies ou encore du sonore. On va y retrouver les programmes audiovisuels, mais également des programmes radiophoniques, de la musique. Il convient de rappeler, et c'est indispensable, que toute exploitation d'une œuvre, y compris en matière de veille web, nécessite l'autorisation préalable des éditeurs, de l'auteur et ou de leurs ayants droit. En effet, la veille web, qui consiste à surveiller, collecter, indexer des contenus, implique nécessairement un acte de reproduction, soumis à autorisation préalable de l'auteur, des éditeurs ou de leurs ayants droit, et ce, quel que soit le mode de diffusion de ces contenus. Le CFC, Centre français d'exploitation du droit de copie, est l'organisme qui gère collectivement les droits de copie papier et numérique des œuvres pour le compte des éditeurs et des auteurs. À ce titre, le CFC consentira à l'association pour laquelle travaille Marlène un contrat qui est une licence collective lui permettant de réaliser chacune des étapes de sa veille web. Et ce pour toutes les publications pour lesquelles le CFC détient les droits. Si Marlène décide d'avoir recours à un prestataire, elle devra de la même manière s'assurer que ce prestataire dispose bien des autorisations nécessaires à la réalisation de l'activité de veille web. Avec ces autorisations, évidemment, plus de problèmes de droit d'auteur, mais attention, ce n'est pas parce qu'un contenu n'est pas protégé par le droit d'auteur qu'il est pour autant libre d'utilisation. Un certain nombre d'informations collectées peuvent ainsi être protégées par le secret des affaires ou par le règlement sur la protection des données personnelles ou encore par le droit de la concurrence. Vous l'aurez compris, avec ces autorisations, Marlène pourra donc réaliser son activité en respectant le droit d'auteur. Pour le reste, on compte sur son professionnalisme pour prendre les bonnes décisions lors de son activité de veille web. Merci Benoît, nous savons désormais comment respecter le droit d'auteur. Nous savons également comment trouver et agréger des sources et trouver des portails thématiques. Il est également très intéressant de formuler des requêtes sous forme d'équations, mêlant des mots-clés avec inclusion et ou exclusion. Ceci vous permettra de trouver des sites qui ne sont pas forcément identifiables de prime abord. Voyons ensemble les opérateurs booléens les plus utilisés sur une recherche avancée. Dans le cadre de ma recherche, je suis intéressée par les ours bruns dans leur environnement sauvage. Mais je suis également intéressée par les ours polaires pour comparer leur comportement. L'opérateur « et » permet d'associer deux mots-clés. Donc, pour trouver des sources qui parlent d'ours bruns et d'ours polaires, on va d'une part utiliser les guillemets pour signifier à Google que l'on veut les expressions exactes et placer le « et » entre les deux. Les résultats sont clairs, on trouve bien des sources qui combinent les deux. On découvre au passage qu'un gros lard est un croisement entre ces deux espèces d'ours.
OR ou permet de faire des choix de mots-clés dans sa requête. Sur le même exemple que précédemment, on trouvera des sources qui traitent de l'un ou de l'autre. Imaginons maintenant que nous voulons que des sites qui parlent uniquement d'ours bruns et que l'on veut occulter les ours polaires. On va utiliser le signe moins pour exclure le mot-clé correspondant. Pensez à bien coller le moins au mot à exclure. Pour rappel, les espaces sont interprétés comme un plus par Google. Les résultats proposent donc des sources traitant uniquement d'ours bruns. Et comme on n'a pas forcément besoin de visionner des vidéos de petits ours bruns, on va exclure également le mot petit. On constate un affinement de la recherche. Il existe de nombreux opérateurs avancés ou opérateurs de ciblage. En voici quelques exemples. InTitle, permet de rechercher dans des pages dont le titre comporte le mot-clé qui m'intéresse. AllInTitle, permet de rechercher des pages avec plusieurs expressions dans le titre. Ici, on trouve des articles parlant de la chasse et de l'ours polaire. L'opérateur site permet de rechercher dans un seul site web identifié, ce qui s'avère très pratique pour faire une recherche rapide de toutes les pages d'un site web traitant du sujet qui nous intéresse. Un autre opérateur particulièrement intéressant pour trouver des documents à part entière, FileType, qui permet de chercher par extension de fichiers. Les résultats occultent les pages web. Vous pouvez évidemment combiner ces opérateurs pour affiner vos recherches et trouver les sources les plus pertinentes. Ici, un exemple de recherche sur un site avec plusieurs expressions. On ne veut que des articles qui parlent de la façon pour les ours de chasser pour s'alimenter. En affinant vos requêtes, vous remarquerez combien les résultats se sont affinés. On est passé de 133 000 occurrences à 7. Alors, les 3 points à connaître quand on fait une recherche sont les suivants. Premièrement, il faut bien saisir la demande qui est exprimée. Ce qui est le cas quand on fait de la veille dans une entreprise, puisque ce n'est pas soi-même qui estimons ce qu'il faut rechercher, c'est les collaborateurs et le management qui nous font des demandes. C'est extrêmement important. Ça paraît trivial parce qu'en fait, on part généralement sur l'interprétation que nous avons de la demande qui est faite. Bon, c'est une erreur, il faut aller très précisément. Deuxième élément qui est important, c'est faire un panorama des sources. Alors, la facilité de recherche avec Google nous a un petit peu amené sur le fait d'aller directement sur la fenêtre et taper des mots-clés. Non, là encore, c'est une erreur. Il faut faire un panorama. Alors, qu'avons-nous en magasin, si j'ose dire? Bon, les moteurs de recherche, très bien. Les moteurs de recherche verticaux, comme par exemple Google Scholar ou thèse.fr. On peut avoir aussi les réseaux humains, qu'on laisse très généralement de côté, mais le réseau relationnel dans l'entreprise et hors de l'entreprise peut être et doit être activé. On a les bases de données professionnelles, bien évidemment. Et donc, dans ce panorama de sources, on va sélectionner celles qui sont le plus à même de nous ramener des résultats. Et enfin, il faut avoir une stratégie de recherche. Quel que soit l'outil, on va devoir réfléchir sur comment trouver la bonne information. Un truc qui est tout simple, il ne faut pas poser des questions, il faut prendre les mots qu'on peut trouver dans les réponses
Autre chose, quand on est sur des thèmes assez larges, comme par exemple la recherche sur les ours, on peut faire une petite cartographie avec un outil comme Xmind par exemple, sur les mots-clés importants. Chaque mot-clé peut être décomposé en sous-mots-clés et grâce aux opérateurs, on va pouvoir faire une recherche de type « je recherche tel mot ou tel mot ou tel mot et tel mot ou tel mot et tel mot et tel mot ou tel mot ou tel mot ». Et c'est ce type de requête qui rapporte le plus de résultats et des résultats pertinents. C'est ce que nous voulons. Merci Jérôme et merci à vous d'avoir suivi ce premier module. N'oubliez pas de participer au quiz afin de tester vos connaissances sur la stratégie et la collecte d'informations et de vous inscrire au prochain module qui sera consacré à la veille dans les médias sociaux.